Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons les nuisibles, sujet délicat tant les connotations peuvent mener aux dérives. Le concept que nous aborderons se limite aux plantes et surtout aux animaux, où l'on verra toutes les nuances écologiques, les partis pris souvent infondés, et surtout l'intervention de l'homme à l'origine de ces dérèglements. Dans ce dédale, des espèces, comme le loup et plus communément le renard roux, payent le prix des croyances héritées d'un autre âge, maintenues vivaces par les partisans acharnés de son éradication, et qui n'hésitent pas à recourir à des méthodes, surprenantes. Avec nous, le président de Flore 54, la Fédération des associations de protection de la nature, de l'environnement et du cadre de vie en Meurthe-et-Moselle. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Reynald Rigolo, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir à Laxou, près de Nancy, dans les locaux de Flore 54. Que recouvre concrètement la notion de nuisible, Reynald Rigolo ? Je crois que c'est un terme qui est particulièrement galvaudé, notamment par les temps qui courent. Je crois qu'il faut éviter de faire ces amalgames. Et d'une part, utiliser le mot nuisible, je dirais, il faudrait savoir déjà de quel côté de la barrière on se situe. On parle de nuisible à la fois pour les plantes et les animaux, Reynald Rigolo. Oui, bien souvent, ça va de pair, mais nuisible n'est pas forcément le mot approprié, Alors, quel serait le mot approprié aujourd'hui ? Parce qu'on a des espèces invasives, on a des espèces envahissantes. Après, il faut faire la part des choses entre ce qui est alloctone et autochtone. C'est-à-dire des plantes qui ont été importées ou qui sont arrivées par des dispositifs un peu particuliers, soit le déplacement d'hommes, soit le déplacement d'animaux ou d'autres. On a par exemple les plantes obsidionales, les plantes de guerre, qui ont été apportées pour partie par le fourrage des animaux pendant la guerre 14-18. Voilà. Donc il y a tout un contexte et une dialectique il faut être très vigilant par rapport aux mots qu'on utilise, de manière à avoir une explication la plus simple possible au niveau des gens qui peuvent nous écouter. Je travaille notamment sur les plantes invasives aquatiques, où je fais un état des lieux de ce qu'on a en Lorraine comme plantes et quels problèmes elles posent. Est-ce qu'on a déjà des actions qui sont en place ou est-ce qu'on pourrait mettre des actions en place ? Donc là, on est sur un étang de pêche qui appartient à la commune de Halluin, donc en Meurthe-et-Moselle. Ici, ce qu'on observe, c'est de la myriophylle du Brésil qui s'est développée sur tout l'étang en 2 ou 3 ans. En fait, elle a été introduite par un pêcheur qui avait entendu que cette plante oxygénait l'eau et que c'était bon pour les poissons. Mais vous pouvez voir le résultat, quoi. L'étang est presque tout recouvert. Les conséquences qu'il peut y avoir, c'est qu'à force que cette plante se développe, l'étang va finir par s'assécher en fait. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. C'était Émilie Leprêtre, spécialiste en hydrologie et en hydrogéologie, qui travaillait alors au service civique eau chez Mirabel Lorraine Nature Environnement dans une vidéo réalisée par le journaliste lorrain, alors étudiant, Marc-Antoine Pelaise en 2012. Les plantes aussi peuvent être invasives, Reynald Rigolo ? Oui, alors les plantes peuvent être invasives. Il y a une forme de classification. Je ne suis pas naturaliste, donc je ne vais pas rentrer dans le détail technique de peur déjà de commettre des impairs ou des erreurs. On laissera ça aux botanistes, par exemple, une émission avec... Oui, botanistes et scientifiques, Paul Montagne, les botanistes de Florenne, ils sont très compétents dans ce domaine. Le fait, c'est qu'on utilise des fois des termes exotiques, indigènes, envahissantes, alloctones, autochtones, voilà. Donc il faut savoir un peu de quoi on parle. Je pense déjà qu'une simple définition de quelques mots peut-être une bonne manière d'appréhender la problématique un petit peu de ces plantes qu'on dit envahissantes ou invasives. Reynald Rigolo, on peut faire le parallèle avec cette évolution que l'on voit aujourd'hui dans le jardinage, par exemple, même à la maison, sur son carré de carottes, où on ne parle plus de mauvaises herbes, mais finalement de plantes adventices. Ça veut dire que finalement,
tout le monde a le droit de vivre, mais il faut peut-être un petit peu réguler à certains moments. La mauvaise herbe étant l'herbe qui a la mauvaise idée de pousser là où on ne veut pas qu'elle pousse. Non, la mauvaise herbe, ce sont des gens qui ont décrété que c'était de la mauvaise herbe. Voilà, effectivement, c'était une adventiste ou sont des adventistes qui peuvent avoir leur utilité, y compris dans un élément qu'on parle très très peu, et c'est bien malheureux, c'est le fonctionnement des sols. Parce que c'est la base de la vie. Et tant qu'on n'arrivera pas à comprendre ça, qu'on ne le mettra pas dans les cursus de formation, les cursus scolaires, la reconnaissance, quand il y a par exemple des enquêtes publiques, des études d'impact, quand on ne parlera pas de la qualité des sols, eh bien, automatiquement on commettra de graves erreurs. Alors on va revenir à finalement cette approche sémantique, puisqu'on parle de nuisibles, Reynald Rigolo, et vous évoquez le fait que dans botanique par exemple, on va bien sûr revenir aussi aux animaux, on parle d'espèces envahissantes, nuisibles, exotiques. Qu'est-ce que cette évolution sémantique change concrètement sur le terrain, en réalité? Alors déjà, si je peux me permettre, expliquer ce que c'est qu'une espèce. Allons-y. Parce qu'on parle des espèces. Donc les espèces sont tous les êtres vivants qui se rassemblent suffisamment pour recevoir le même nom. Ça, c'est déjà un départ. Donc ce sont les individus qui peuvent se reproduire entre eux et qui sont isolés des autres groupes du point de vue de la reproduction. Ça, c'est très schématiquement, c'est la définition d'une espèce. Alors après, des espèces, il y en a... C'est aussi une classification réalisée par l'homme. Oui, alors ce sont des classifications que déterminées par des scientifiques, des botanistes, notamment Après, il y a des modifications. On sait, par exemple, les botanistes nous ont dit qu'il y a certaines classifications d'espèces, de plantes, qui changent d'espèce. Voilà, donc, parce qu'il y a une nouvelle forme de classification. Donc c'est en éternelle ébullition, mais c'est tout à fait normal, puisqu'on n'a pas découvert un centième des plantes ou des espèces qui existent sur la planète actuellement. Malheureusement, enfin, pas malheureusement, mais voilà, c'est la réalité des choses. Plus de 80 millions. Oui, c'est estimé. Puis après, on ne sait pas ce qui peut se passer sous des banquises, sur des tas de choses comme ça. Après, donc, il y a les espèces qui sont, on appelle autochtones ou allochtones. Donc, ce sont les espèces qui sont dans leur milieu de vie, alors qu'elles soient en France, en montagne, à la mer, à la machin. Elles sont dans leur milieu depuis, pas les origines, mais presque. Ça fait très longtemps qu'elles sont en place. Puis il y a donc les plantes allochtones. Ce sont donc des plantes qui sont en dehors de leur aire de répartition naturelle. Donc une plante allochtone, elle sort de sa zone naturelle. Donc ça peut être sur différents cas. Bien souvent, ça peut être introduit volontairement ou involontairement par l'homme. Ça peut être introduit par des espèces, par exemple des animaux qui voyagent, qui vont éjecter avec leur déjection. Puis ça peut être le fait de grands mouvements, soit des invasions, soit les guerres, par exemple ce qu'on appelle les plantes obsidionales, je parlais tout à l'heure. Voilà, donc il y a un peu ça. Ce qui fait qu'on a certaines plantes, par exemple en Lorraine, qui sont assez connues, mais qui sont des plantes, entre autres, par exemple, obsidionales, c'est la gentiane. La gentiane, elle vient de Bavière. Elle était apportée par les armées allemandes. On en trouve dans les Vosges. Et on fait d'ailleurs d'excellentes liqueurs avec ça. À boire avec modération, voilà, bien sûr. à boire avec modération. On a par exemple le trèfle alpin. Donc, il a été amené par les militaires des Alpes. On a aussi, par exemple, le géranium des prés, qui est très connu, assez connu, qui est une plante aussi qui n'était pas naturelle de Lorraine. On a aussi de nombreux carex. Alors, le carex, ce sont ce qu'on appelle des herbes hautes, vulgairement. Je vais faire court et je vous dis, je ne suis pas botaniste. Voilà, donc ça, c'est allochtones d'autochtones, donc des plantes qui étaient en place, qui sont dans leur milieu, ou celles qui n'y étaient pas, et qui viennent coloniser d'autres secteurs. Mais ça veut dire aussi que finalement, si elles s'installent, par exemple en Lorraine, c'est parce qu'elles s'y trouvent bien. Alors bien souvent, oui, parce qu'il y a un milieu tout à fait favorable. Alors tout à fait favorable, ou alors elles trouvent les conditions pour pouvoir aussi écraser les espèces autochtones. C'est-à-dire qu'elles prennent la place d'autres. On le verra tout à l'heure, peut-être, par exemple, la renouée du Japon, qui élimine des tas d'espèces animales, voire végétales, et qui causent de graves dégâts au niveau de la biodiversité. Parmi les espèces envahissantes, en voici une bien connue, à la biologie fascinante et sur laquelle nous ne savons finalement pas grand-chose. Pendant 2 ans, les biologistes Alain Butet et Grégoire Pérez ont étudié les tiques. Ils en ont récolté plus de 4000 dans la forêt et dans les champs et découvert que 4% des tiques sont porteurs de la bactérie Borrelia. Cette bactérie provoque chez l'homme la maladie de Lyme. Les chercheurs ont également piégé plus d'1 millier de petits mammifères. Les mulots, les campagnols et les musaraignes transportent les tiques et leur permettent de devenir adultes en les nourrissant de leur sang. Ces mammifères sont les premiers contaminés par la bactérie Borrelia lorsque les tiques les piquent. Cette recherche, qui fait l'objet de la thèse de Grégoire Pérez, permet de comprendre la circulation des bactéries dans le paysage rural pour mieux comprendre et combattre la maladie de Lyme.
Exposition, animation, planétarium, conférences, magazine Science Ouest. L'Espace des Sciences est une association créée en 1984 à Rennes, labellisée en 2008 Sciences et Culture Innovation par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est à l'Espace des Sciences que nous devons le diaporama sonore que nous venons d'entendre, réalisé en 2015 par Nicolas Guillas et intitulé « Chercheurs de TIC ». En qualité de président de Flore 54, vous êtes plutôt chercheur d'éthique, Reynald Rigolo. Oui, on aime assez défendre un petit peu cette notion d'éthique, et on en a bien besoin dans notre société qui est parfois tous ou un petit peu malade, quoi. Donc, Alors, vous avez choisi cet extrait, Reynald Rigolo, parce que précisément la tique est une espèce envahissante. Ah oui, c'est même plus que ça. Elle peut inquiéter. Mais c'est aussi un animal tout à fait particulier. Alors quand je dis un animal, pourquoi ? Parce que la tique, c'est un acarien. Donc il fait partie de 900 espèces recensées dans le monde. Donc 41 vivent en France avec des dispositions plus ou moins inquiétantes. Donc quelques-unes posent véritablement des problèmes, comme on va peut-être pouvoir le voir. Donc une partie de la vie d'une tique, par exemple, ça vit au sol. Donc, et si on parle de la tique qui fait beaucoup parler d'elle par rapport aux problèmes de l'homme, donc elle vit au sol, d'une part pour son éclosion, quand il y a les œufs, quand elle se métamorphose et entre autres quand elle est en quête d'une bestiole. Mais quand je dis bestiole, c'est un animal ou un homme. C'est quelqu'un qui bouge et qui a du sang chaud. Quoique des fois, on peut en trouver éventuellement à sang froid sur les reptiles notamment. Mais c'est assez rare, voilà. Donc ça se nourrit de sang. Donc une fois que ça saute sur quelqu'un ou un animal, il y a un rostre. C'est un peu comme un gros dard d'un bourdon, d'une abeille ou d'une guêpe qui va piquer et qui va donc pomper le sang. Donc une tique, elle peut consommer jusqu'à plus de 600 fois son volume. Ça reste quand même relativement modeste. En quelques jours. Donc ce qu'elle peut consommer, c'est que une tique, quand elle est toute petite, elle est pratiquement pas visible, elle fait moins de 2 mm, et après on la voit très très grosse, c'est presque 1 cm. Ce qui veut dire, un titre de comparaison, c'est très clairvoyant, comme quoi c'est une espèce tout à fait remarquable sur différents points de vue. C'est comme si un homme, en 4 jours, passait de 60 kg à 37 tonnes. Je ne sais pas si vous voyez. En 5 jours, quelqu'un mange, il passe de 60 kg à 37 tonnes. C'est un petit peu le cycle d'évolution que fait la tique quand elle se nourrit, qu'elle pique le sang, qu'elle prend le sang de l'espèce animale. Le sang qu'elle prend, Reynald Rigolo, a vocation de lui apporter finalement les protéines nécessaires à la reproduction. Oui, puis à refaire. Donc après, suivant ce qu'elle a pris, suivant le type d'espèce, voir le milieu qu'elle est, ça peut aller de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers d'œufs pour une seule tique. C'est impressionnant. En quoi est-elle aujourd'hui considérée comme envahissante, Reynald Rigolo ? Alors le fait, c'est qu'il y a plusieurs phénomènes. Il y a eu donc, par exemple, on le connaît très bien sur notre région avec l'effet tempête, la tempête Lothar de 99, où il y a eu donc des conditions climatiques et puis l'évolution des températures qui ont augmenté, des hivers moins froids, une prolifération d'animaux sauvages qui se rapprochent aussi des villes. On le voit bien avec les sangliers qui arrivent au jardin botanique ou autres. Et c'est les renards qui viennent en ville, les hérissons, il y a les chats, les chiens qui vont se promener dans la nature qui ramènent, les humains qui vont se balader qui ramènent. Donc les tiques se sont développées de manière très très importante. Mais en plus, toutes les espèces qui seraient en mesure de venir les apporter au contact de l'homme, les rapportent dans les villes aussi. C'est pour ça que maintenant, il n'est pas rare de voir des jardiniers trouver des tiques dans leur jardin. Est-ce que ça veut dire, là, Reynald Rigolo, que c'est encore une fois, quelque part, l'attitude de l'homme qui dérègle finalement ces mécanismes naturels et qui en subit les contre-coups ? Oui, en partie. Entre autres, déjà, je ne veux pas faire de la polémique, mais la problématique des chasseurs, avec la mauvaise gestion de la faune sauvage actuellement, cause les conditions d'augmentation des tiques. C'est un véritable problème. Dans quelle mesure ? Dans la mesure où il y a beaucoup trop de gibier, et puis quand il y a trop de gibier, il faut plus d'espace. C'est pour ça qu'on retrouve maintenant, vous vous baladez régulièrement en journée, maintenant vous voyez des chevreuils en pleine nature, dans un champ complètement découvert, sans protection. Je suis désolé, mais il y a 20-25 ans, on ne voyait pas ça. Les chevreuils, on ne les voyait pas. On ne voyait pas les sangliers aller en ville comme ils y allaient maintenant. Donc ces espèces-là sont porteuses de dizaines, centaines de milliers de tiques. Et ils ramènent des tiques qui se redéveloppent puisqu'ils retrouvent soit des animaux, soit des humains proches des villes. Et ils arrivent à se redévelopper, à repondre et tout ça. Donc c'est un élément, c'est une chaîne à l'infini. Ça veut dire, Reynald Rigolo, qu'il faut augmenter les plans de chasse pour ces espèces ?
Entre autres, si on parle que de la tique, bien sûr, mais il faut aussi l'augmenter pour bien d'autres choses, quoi. Par rapport aux dégâts qu'ils occasionnent, y compris sur les jeunes plants en forêt, et puis tous les dégâts qu'ils peuvent faire. Hein. On a bien vu ce que font 11 sangliers dans le jardin botanique, où on est capable de retourner 3000 oignons plantés dans un beau parterre. On sait que les plantes et les animaux voyagent beaucoup. J'entends le loup, le renard et la belette qui traversent la mer ou les airs, je ne sais pas. Et dans 5 ans je m'en irai, j'entends le loup, le renard chanter. Et dans 5 ans je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup et le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument des Michauds, elle s'en repentira. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument des Michauds, elle s'en repentira. La jument des Michauds et son petit poulain sont entrés dans le pré, ont mangé tout le foin. La jument des Michauds et son petit poulain sont entrés dans le pré, ont mangé tout le foin. Et dans 4 ans je m'en irai, j'entends le loup, le renard chanter. Et dans 4 ans je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup et le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument des Michauds, elle s'en repentira. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument des Michauds, elle s'en repentira. La jument des Michauds et son petit poulain sont entrés dans le pré, vont manger tout le foin. La jument des Michauds et son petit poulain sont entrés dans le pré, ont mangé tout le foin. Mais dans 3 ans je m'en irai, j'entends le loup, le renard chanter. Et dans 3 ans je m'en irai, j'entends le loup, le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup, le renard chanter. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument des Michauds, elle s'en repentira. L'hiver viendra, la jument des Michauds, elle s'en repentira. La jument des Michauds et son petit poulain sont entrés dans le pré, ont mangé tout le foin. La jument des Michauds et son petit poulain sont entrés dans le pré, ont mangé tout le foin. Mais dans 2 ans je m'en irai, j'entends le loup, le renard chanter. Dans 2 ans je m'en irai, j'entends le loup, le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup, le renard chanter. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument des Michauds, elle s'en repentira. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument des Michauds, elle s'en repentira. La jument des Michauds et son petit poulain sont entrés dans le pré, vont manger tout le foin. La jument des Michauds et son petit poulain sont entrés dans le pré, vont manger tout le foin. Et dans 5 ans je m'en irai, j'entends le loup, le renard chanter. Et dans 5 ans je m'en irai, j'entends le loup, le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup, le renard chanter. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument des Michauds, elle s'en repentira. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument des Michauds, elle s'en repentira. La jument des Michauds et son petit poulain sont entrés dans le pré, ont mangé tout le foin. La jument des Michauds et son petit poulain sont entrés dans le pré, ont mangé tout le foin. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Mes aïeux, un groupe canadien de folk contemporain créé en 1996 et très impliqué dans les causes écologiques et environnementales. En Lorraine, on lui cherche encore des misères à ce pauvre renard roux, Reynald Rigolo. Expliquez-nous. Bah oui, écoutez, l'ensemble du mouvement associatif, une très large majorité des citoyens sont un peu effarés, voire scandalisés des pratiques qu'on réserve à cet animal, dans la mesure où on lui fait porter tous les malheurs du monde, ou beaucoup de malheurs, et on est incapable de voir tous les effets bénéfiques qu'il a. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on rentre dans un processus où on est en train de déréglementer plein de choses qui auront des conséquences sur l'avenir de la biodiversité, mais qui apporteront aussi bien d'autres conséquences, y compris sur certaines maladies. Alors, vous venez d'évoquer, Reynald Rigolo, les tiques. C'est sans doute pas marginal, néanmoins, le renard est bien considéré comme un nuisible. Non, il est considéré par un nuisible par les chasseurs, repris par les services de l'État, puisqu'ils accèdent à la cause défendue par les chasseurs. Juridiquement, c'est un nuisible. Il est reconnu nuisible comme ça, mais on considère, et il y a énormément de scientifiques, l'ensemble du mouvement associatif naturaliste considère qu'il est plus utile que nuisible. Comment se fait-il qu'en 2017, nous en soyons encore là et que, précisément, les services administratifs, le préfet en tête, continue, et l'État continue à classer le renard roux nuisible? C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre aujourd'hui la connaissance scientifique et puis la pratique de terrain?
Non, mais il y a un décalage parce qu'on se voile les yeux ou on se cache la face. Il y a surtout un décalage parce qu'il y a des groupes de lobbying qui font des pressions considérables. Et on sait très bien que le mouvement politique a plus à cœur de soutenir les chasseurs que le mouvement des associations naturalistes ou écologistes. Pourquoi ? Je crois que c'est dans les traditions françaises. Il faut bien voir qu'il y a toujours eu ces liens très très proches entre les chasseurs et les dirigeants du pays. Voilà, donc ils ont un groupe de pression énorme qui fait que on classe un peu à volo ce qu'on a envie de classer pour son plaisir, pour le plaisir de ceux qui ont la capacité de faire des parties de chasse. Donc on trouve ces gens-là, entre autres, parmi les gens qui ont beaucoup de moyens. Voilà. Le mouvement associatif en Lorraine aujourd'hui s'organise et commence précisément à manifester un désaccord avec ce classement et la chasse et la destruction quasi systématique du renard. D'où provient, Reynald Rigolo, cette prise de conscience et finalement cette émergence du discours dans l'espace public qui est relativement récente? Oui, écoutez, on a commencé à prendre conscience pour différentes raisons. C'est que d'une part, on a essayé de comprendre avec des appuis scientifiques comme quoi le renard était plus utile que nuisible. On a commencé à prendre conscience avec vérification d'experts, de spécialistes, comme quoi les mots qu'on faisait porter au renard étaient faux, entre autres l'évolution de l'échinococose, puisqu'on sait très bien que plus on fait renouveler un potentiel, un certain nombre de renards avec des jeunes renards, plus on développe l'échinococose. Donc les arguments qui étaient employés jusqu'ici étaient complètement fallacieux, voire complètement mensongers. Donc on est en train de démontrer ça avec l'appui, bien sûr, de spécialistes. C'est pas qu'un avis en se levant le matin du bon pied, on décide que non, il y a un avis de spécialistes, entre autres le conseil régional scientifique, qui est totalement dans notre démarche. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un certain parallèle à faire entre, finalement, aujourd'hui, le statut du renard roux et puis celui des chouettes et des hiboux qu'on a connus encore il y a quelques années, que l'on trouvait encore cloués sur les portes des granges, pensant que c'était là aussi des nuisibles, et que finalement il a fallu beaucoup de temps pour comprendre précisément tout l'aspect positif de ces animaux dans le cycle de vie. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Je pense que cette problématique, elle existe encore par rapport aux renards. Alors les chouettes, les hiboux, il faut savoir que ce sont des populations qui ont beaucoup ou fortement diminué, entre autres par rapport à la modification des paysages dans le rural, l'absence de haies, l'absence de zones humides, l'absence de petits prédateurs, mais qui concernent ces espèces-là. Et puis l'épandage de pesticides aussi qui atteignent bien sûr les proies consommées par ces animaux. Tout à fait. Donc avant, une espèce volatile pouvait récupérer une couleuvre, un serpent, tout ça. Maintenant, il n'y en a plus, on a tout détruit. On a détruit les pierriers, les haies, voilà. Donc, c'est véritablement un problème. Et je pense que le renard est effectivement dans le temps un peu où on trouvait ces espèces nuisibles. Mais il va falloir encore du temps convaincre, amener beaucoup de pédagogie. Et c'est ce qu'on essaie de faire. C'est pour ça qu'on a créé donc, un collectif au niveau régional qui s'étend au niveau qui était au départ de la région Lorraine, qui s'étend au niveau de la région Grand Est maintenant. Et pour l'instant, il y a 60 associations et collectifs qui sont regroupés sur la défense du renard roux. Des contacts, des dialogues possibles avec le monde de la chasse ? Alors, ça dépend où on se situe. Vous savez, c'est un peu comme le monde des agriculteurs. Avec les agriculteurs, les associations de l'environnement, face à face avec des agriculteurs, pour beaucoup, on arrive à discuter. On a le droit d'avoir des désaccords, mais on arrive à discuter. Quand vous montez l'étage au-dessus, soit les représentants du monde syndical, je crois que ce sont les pires, voilà, dans le monde agricole, les mondes des chasseurs, c'est un peu pareil. Dès l'instant où on monte à la tête d'une fédération, il n'y a plus de dialogue possible parce qu'ils sont têtés, ils pensent qu'ils ont la seule connaissance et les seules compétences pour gérer la nature. Non, ils sont un des utilisateurs de la nature. Tant qu'ils n'auront pas admis ça, le dialogue sera très difficile. François Guérold, professeur d'écologie à l'Université de Lorraine, nous dit pourquoi il considère le renard roux comme une espèce remarquable. Il suffit pour cela de considérer son aire de distribution, puisque c'est une espèce qu'on va retrouver depuis la toundra en Alaska jusqu'au milieu désertique de Tunisie, en passant par les écosystèmes qu'on trouve ici chez nous en Lorraine, que sont les forêts, les plaines agricoles, les zones où alternent des haies, des prairies, des forêts. Et il a même élu domicile au milieu des villes. Un animal qui est capable de telles qualités d'adaptation est un animal forcément remarquable. C'est un animal aussi qui est remarquable si on considère son régime alimentaire. Ce n'est pas, à l'inverse de certains carnivores, une espèce spécialisée sur un type de proie en particulier. C'est avant tout un prédateur de
micro-mammifères. Donc les micro-mammifères, chez nous, il en existe une grande diversité. Mais c'est aussi une espèce qui est capable de compléter son régime alimentaire par la consommation, par exemple, de fruits, de baies, voire parfois d'insectes. Donc à ce titre, c'est un animal que l'on va qualifier d'opportuniste. Et c'est une des raisons de sa réussite en termes d'occupation d'habitat et d'aire de distribution. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Extrait du très beau film intitulé L'odeur de l'herbe coupée, réalisé en 2015 par le vidéaste messin Franck Vignat, souvent cité dans l'émission. Le film est visible en version intégrale et gratuite sur la chaîne YouTube de Franck Vignat, que j'ai d'ailleurs déjà eu le plaisir de rencontrer pour Durablement Vôtre. L'opportunisme du renard, c'est précisément ce qu'on lui reproche, Reynald Rigolo. Oui, mais opportuniste, ça dépend de quel côté on se place. Effectivement, c'est l'avis un petit peu des chasseurs qui veulent effectivement en faire une espèce encombrante et gênante. Or, le renard est à sa place. Entre autres, à titre d'exemple, on veut supprimer le renard. Pourquoi ? Parce qu'on fait des lâchers de faisans et de perdrix d'élevage. Et on voit très bien qu'avec la grippe aviaire, par exemple, dernièrement, il y a un élevage de faisans qui était obligé de supprimer tout son cheptel parce que voilà, on crée les conditions de déréglementation de la biodiversité, ce qui est tout à fait regrettable et inacceptable. Reynald Rigolo, aujourd'hui, le renard est dans cette phase un peu délicate où il a à la fois des gens qui le soutiennent, comme le collectif en faveur du renard roux, s'étend aujourd'hui au Grand Est, et puis finalement le monde de la chasse dont on a le sentiment qu'il cherche à justifier ce qu'il qualifie d'ailleurs à certains égards de travail, un peu comme une mission de service public, au fond ce qui n'est au départ qu'un plaisir, de tuer. Moi, je pense que chez eux, oui, il y a encore quelques gens qui ont un peu un esprit sanguinaire. Voilà, ça leur fait plaisir d'aller tuer du renard, de faire du tir de la nuit, de jouer un petit peu les Rambo, quoi. Voilà. Malheureusement, ça existe encore, malgré tout l'affichage qu'ils veulent faire sur des gens bons gestionnaires de la nature, mais les chasseurs ne sont pas les seuls gestionnaires de la nature. Et quand ils auront compris cela, ça ira beaucoup mieux au niveau du dialogue. Les enquêtes aujourd'hui démontrent une opinion publique plutôt favorable au renard. Et malgré tout, les instances administratives, les préfets n'entendent pas ce discours et continuent à autoriser les tirs de renards qu'ils continuent à qualifier de nuisibles. Comment expliquez-vous, Reynald Rigolo, ce décalage ? Alors déjà, il faut savoir que l'arrêté qui est en cours actuellement sur la suppression de 6 à 7 000 renards par an en Meurthe-et-Moselle court sur 3 ans. Donc le prochain, ce sera de 2018 à 2021. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on mène une action pour sensibiliser les citoyens, pour sensibiliser les communes, les pouvoirs publics, les élus de tous bords par rapport à cette problématique. Et on va nous mener des actions très concrètes pour valoriser l'image du renard, mais valoriser aussi ses bienfaits par rapport à la biodiversité et entre autres l'équilibre de la biodiversité qui est très très importante pour nous. Les citoyens que nous sommes, Reynald Rigolo, ont envie de soutenir cette action en faveur du renard roux et de cesser de le considérer comme nuisible. Concrètement, qu'est-ce que je peux faire ? Alors nous, on va mener différentes actions. On va mener des actions de sensibilisation. Déjà au niveau de Flore 54, on mène une action particulière sur l'ensemble de la Meurthe-et-Moselle, puisqu'on a un problème particulier de chasse de renard, y compris de chasse de nuit. Donc on va mener une action de sensibilisation avec une fiche de sensibilisation dans le cadre du principe des fiches qu'on a déjà fait sur les tiques, les plantes invasives, sur différents domaines, sur les déchets sauvages. On va avoir un document, soit badge et carte postale à destination des publics on va pouvoir mener des actions sur l'ensemble des manifestations qu'on fait. On va bien sûr utiliser nos réseaux et on va mener des actions un peu plus visibles avec d'autres partenaires avec qui on est en discussion actuellement, plus toute l'action concernée par donc, le collectif Renard qui regroupe actuellement 60 associations sur la région Lorraine et on va s'étendre au Grand Est. Est-ce qu'on peut imaginer, Reynald Rigolo, que les services de l'État en charge de la réglementation sur le renard et qui autorisent ces tirs, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils soient sincèrement convaincus de l'intérêt de la destruction des renards, ou est-ce qu'on peut imaginer qu'ils cèdent finalement sous la pression uniquement du lobby, sachant malgré tout l'utilité écologique du renard ? Moi, je crois qu'il faut travailler à argumenter. Donc, il faut effectivement sensibiliser le public, mais travailler à argumenter. Donc, je sais depuis hier que l'ANSES, qui est un organisme national de recherche sur les épidémies, va donc faire une publication très prochainement, mais dans le cadre international, sur l'échinococose, pour bien prouver que, effectivement,
plus on tue de renards, plus il y a de jeunes renards qui arrivent, plus on développe l'échinococose. Donc, c'est une maladie qui est assez grave et qui touche quelques cas en France. On sait aujourd'hui, Reynald Rigolo, que la Suisse a totalement interdit la chasse depuis de très nombreuses années concernant le renard. Qu'est-ce que cette expérience-là peut apporter en France? On a le même problème avec le loup, où finalement des cohabitations fonctionnent très bien dans d'autres pays, mais pas en France. Ah, mais c'est le malheur un peu de la France, c'est-à-dire que voilà, on est incapable d'aller voir ce qui se passe ailleurs, tout du moins ce qui réussit ailleurs. Donc là, on reste toujours sur, pareil, le problème des lobbying, des groupes de pression, qui fait que pour satisfaire une petite minorité, et encore quand on parle des chasseurs, c'est uniquement pour des plaisirs, on est capable de s'attaquer à la remise en cause de la biodiversité et à déstructurer cette biodiversité sur nos territoires. En tout cas, en faveur du renard roux, en Lorraine et dans le Grand Est, ce sont des acteurs bénévoles qui se mobilisent. 1 million de renards tués pour rien. On le sait puisque les populations de renards s'autorégulent. Elles ne pullulent pas quand on arrête de les chasser. On en a la preuve avec le canton de Genève qui depuis plus de 40 ans ne tue plus aucun renard. Et on en a la preuve aussi au Luxembourg depuis 2 ans où le renard n'est plus autorisé à la chasse. Donc quand on tue des renards, on tue les individus âgés. Les jeunes, on déstabilise complètement les populations et les jeunes qui sont porteurs de charges parasitaires plus importantes que les adultes deviennent finalement dangereux pour l'homme, puisqu'ils sont porteurs de parasites qui peuvent être gênants. Et puis les agriculteurs aussi, qui perdent des milliers d'euros. On a eu cet après-midi un agriculteur qui a apporté un témoignage absolument convaincant. Il a compris que le renard l'aidait dans son travail et préserve ses cultures et ses fourrages. Durablement vôtre, Éric Mutschler. C'était le naturaliste vosgien Claude Maurice, invité du 19-20 sur France 3 Lorraine le 12 septembre 2016. Sous l'impulsion de quelques naturalistes et responsables associatifs en Lorraine, 28 associations de protection de la nature du Grand Est se font la voix du renard roux. Vous venez de le rappeler, Reynald Rigolo. Oui, alors donc il y a une action vis-à-vis de cela par 60 associations, mais je pense qu'on sera encore plus nombreux dans quelques semaines, dans quelques mois, donc ça va se développer au niveau du Grand Est. On voit la progression entre le septembre 2016 et aujourd'hui, passer de 28 associations à 60. Récemment, la Fédération de chasse de Meurthe-et-Moselle, je le disais en introduction à mots couverts, entamait une démarche assez singulière à l'égard des mairies, Reynald Rigolo. Oui, donc la Fédération de chasse de Meurthe-et-Moselle, pour la citer, a donc envoyé un papier pré-rempli aux mairies pour... C'est quoi, un formulaire en somme? Ouais, un formulaire pour convaincre avec l'en-tête la réponse faite déjà par chaque maire. Il n'y avait plus qu'à signer, puis à cocher les cases en disant telle et telle espèce était nuisible. Donc ce qui est un non-sens et qui a mis en colère le mouvement associatif Donflore 54. C'est pour ça que nous avons réagi de manière assez ferme et avec conviction par rapport à cette aberration, puisque c'est pas comme ça qu'on gère la biodiversité. Comment voulez-vous que l'ensemble des maires connaissent la problématique des espèces animales ou végétales qui vivent sur leur territoire ? Quand ils font une zone d'aménagement, à titre d'exemple, ils prennent bien des cabinets d'expertise pour mener des études d'impact. Comment voulez-vous qu'un maire ou une collectivité puisse mener une étude d'impact par rapport à telle ou telle espèce sur une problématique donnée ? Et encore, quand on la met dans la globalité de son environnement, vous voyez un peu toutes les choses qu'on peut oublier. Et bien ça, malheureusement, les chasseurs qui se disent gestionnaires de la nature, ils ont complètement occulté cet aspect des choses, ce qui est tout à fait inadmissible. Comment réagissent les maires des communes de Meurthe-et-Moselle et sait-on si une telle démarche a été également initiée dans d'autres départements, Reynald Rigolo ? Peut-être un autre département déjà en France, mais je n'ai pas à ma connaissance de ce genre de pratique, et entre autres, ni les résultats. Par contre, il est clair que nous avons été alertés par des maires de collectivités, de grandes villes comme de villages, comme quoi ils trouvaient ce procédé un petit peu cavalier de leur imposer, puisque tout était pré-rempli, hein, même le nom du maire, il n'y avait plus qu'à signer, c'était vraiment, voilà, c'est assez affligeant de voir ça. Or, il va y avoir un débat global nécessaire pour la reconduction ou non d'un arrêté qui va durer 3 ans de 2018 à 2021, il faut laisser la place au débat public. Pourquoi on occulterait la place du débat public ? Toujours est-il qu'on contestera forcément dans les commissions préfectorales
la méthode utilisée, qui est un peu cavalière, de la part de la Fédération de chasse Meurthe-et-Moselle. En même temps, est-ce que ce n'est pas... Alors, d'une part, on pourrait dire que c'est déjà de bonne guerre, le terme est peut-être un peu fort, de la part de la Fédération de chasse. Après tout, c'est une démarche quasi marketing. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas un peu une panique de la part de la Fédération de chasse qui, précisément, sent que le vent est en train de tourner ? Je pense que, effectivement, je crois qu'il y a une prise de conscience sur la biodiversité, sur des tas d'éléments qui fait qu'on se réapproprie un petit peu notre entourage. Nous, on le fait, mais je pense au niveau de la population, ça commence à être un mouvement qui prend de l'ampleur. Donc, c'est très intéressant. On sait aussi que les fédérations de chasse, elles ont des populations vieillissantes, donc ils n'arrivent pas à renouveler leur effectif ou leur cadre de chasseurs. Mais globalement, non, les chasseurs n'auront pas la seule priorité de gestion des espaces. Ils n'ont pas les compétences, ils n'en ont surtout pas la volonté. Comment améliorer ce dispositif ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se mettre autour de la table, d'arriver à trouver des accords ? On est presque dans une discussion syndicale, là, de finalement passer de cette opposition frontale à une concertation dans l'intérêt de la protection de la nature. Oui, mais écoutez, moi les chasseurs, ils chantent à tue-tête sur longueur d'onde dans les médias, dans leurs articles, sur la presse, sur leur site internet, qui veulent de la concertation. Mais il n'y a pas moyen de discuter avec eux, quoi. Enfin, ils essaient d'amuser la galerie par rapport à ça. Donc, alors peut-être qu'il faut changer les personnes qui sont à la tête de la fédération, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, on arrive à discuter avec certains chasseurs, ça se passe de façon tout à fait posée, mais globalement, voilà, il faut arrêter le désendettement en disant on est les seuls à protéger la nature. Les problématiques, il faut les voir dans la globalité et pas seulement sur une seule espèce ou par rapport à un lâcher de faisans ou de perdrix d'élevage, parce que voilà, on le lâche puis on met le fusil derrière pour tirer dessus, quoi. C'est une façon de pratiquer la chasse. Reynald Rigolo, ce collectif mis en place en Lorraine et qui s'étend maintenant à la région Grand Est en faveur du renard roux est assez nouveau dans sa démarche. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un défaut de présence dans l'espace public, on va dire, d'information et de communication de la part des naturalistes eux-mêmes, après tout ? Certainement qu'on n'est pas assez présent dans des tas d'organismes de représentation, même si on l'est régulièrement, puisque, par exemple, la Fédération Flore 54 siège dans 36 organismes différents, dans les collectivités, conseils départementaux, métropoles ou services de l'État ou autres communes, communautés de communes. Donc on est présent, mais le fait, voilà, il y a des pouvoirs décisionnels avec surtout, comme je le disais tout à l'heure, des moyens de pression qui font que pour l'instant, ça l'emporte encore. Mais bon, on ne désespère pas et effectivement, il y a un travail de terrain à faire. Mais il ne faut pas oublier que quand on met les moyens mis à disposition des associations de l'environnement et les moyens qu'ont les chasseurs pour pouvoir mener leur action, il n'y a pas photo dans l'équilibre de la balance. En tout cas, j'imagine que si vous étiez chasseur, Reynald Rigolo, c'est plutôt de cette manière-là que vous pratiqueriez. Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couverts de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagnol en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée.
Durablement Vôtre, Éric Mutschler. Le Chasseur, l'un des plus grands succès de Michel Delpech, paru sur l'album éponyme sorti en 1974. Cette chanson, Rénal Rigolo, c'est surtout une invitation à la non-chasse, non ? Oui, je pense, voilà, c'est la découverte de la nature, se réapproprier ses territoires, comprendre les territoires, profiter des paysages, de la vie, respirer. Ça amène aussi du lien social, du vivre ensemble. Voilà, il y a plein de bonnes choses. Vous êtes excessivement engagé, Rénal Rigolo, déjà en tant que président de Flore 54, mais Flore 54 est présent sur tous les fronts aujourd'hui en Meurthe-et-Moselle ? Pas tous, mais enfin, on a quand même 53 associations, on a quand même quelques structures qui ont d'énormes compétences et de grandes compétences, on a beaucoup qui sont engagés, qui ont beaucoup de bonne volonté. On fait tout ça, je le dis bien, avec sous forme de bénévolat, donc c'est pas simple, mais voilà, donc ça prouve aussi qu'on est capable de fédérer, qu'on est capable de travailler sur des thèmes communs et qu'on est capable de prévoir ou d'engager l'avenir ensemble. Et ça, c'est très important. Vous venez de signaler à juste titre, Rénal Rigolo, que tout ce travail est mené par essentiellement des bénévoles. Est-ce qu'il n'est pas surprenant qu'en 2017, en France, précisément, tout ce qui touche à la protection de la nature soit porté par des bénévoles et finalement, ceux qui la détruisent, s'en mettent plein les poches? Eh bien oui, malheureusement, c'est bien le dilemme, entre autres de la France, parce qu'on est quand même sur certains cas particuliers où on voit des situations, des positionnements politiques ou tranchés, mais de services de l'État qui font appliquer une politique. Qu'on leur dicte d'ailleurs, effectivement, voilà, donc il y a ce décalage. C'est-à-dire que les défenseurs de l'environnement sont bénévoles, effectivement, ceux qui la détruisent sont payés, salariés et bien souvent vivent de subventions. Je ne citerai personne. Ah, c'est dommage. Vous avez des noms ? Beaucoup d'acteurs du monde rural et agricole, bien sûr. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas besoin d'aide, mais quand on a un modèle agricole qui se casse la figure, qui ne fonctionne pas, qui détruit la biodiversité, qui a détruit plus de 50% des zones humides en 40 ans, qui détruit des haies, qui saccage les paysages, qui matraque tout, et qui vivent uniquement de subventions, il y a quand même une erreur dans le système. Je ne remets pas en cause les gens qui travaillent, qui souffrent sur les territoires en tant qu'éleveurs, agriculteurs et tout. Mais par contre, on s'aperçoit qu'il y a un décalage entre celui qui souffre et puis le gros céréalier qui touche aussi d'énormes subventions de l'Europe et qui vit très très bien, avec un modèle un peu bizarre en France, puisque quand on parle de prédateurs, de loups, il faut savoir que c'est le monde agricole qui a le plus grand prédateur et le plus gros loup, c'est celui qui est à la tête de la FNSEA, qui est donc le patron de la multinationale Avril, et ça c'est dramatique. Et c'est un modèle qui va bientôt couler. Il y aura peut-être des réactions à ce propos, mais nous les assumons, Rénal Rigolo. En même temps, vous parlez de système. Il y a aussi peut-être un décalage entre finalement l'intérêt grandissant de l'opinion publique en faveur de l'environnement et puis finalement la très faible implication de concitoyens dans ces mêmes associations, ne serait-ce que par l'adhésion ou le don. Alors, là, vous parlez d'une chose, effectivement, qui nous intéresse fortement quand on parle de don ou d'adhésion. Et là-dessus, bien sûr, on est preneur, on accueille, pas tout le monde, mais on accueille beaucoup de gens parce qu'on a besoin de soutien. Mais pour autant, comment expliquez-vous le faible engagement ? Est-ce que ce n'est pas aussi là une défaillance des structures associatives que finalement de ne peut-être pas suffisamment aller à la rencontre du public ? Alors, c'est certainement vrai, ça ne l'est pas tout à fait quand même pour Flore, je me permets de nous défendre un petit peu, de défendre tous mes collègues. Non, mais voilà, on est quand même 53 associations fédérées sous le département, ce qui est énorme. On ne pensait jamais arriver à ce chiffre-là, on ne sait pas si on a atteint le maximum ou pas en fonction de l'évolution. Il faut aussi savoir qu'il y a bon nombre d'associations qui souffrent parce que les projets n'avancent pas ou on ne les écoute pas. Quand on va au tribunal, c'est toujours classé sans suite. Enfin, vraiment, c'est du matraquage qui fait que les gens finissent par être découragés, pour ne pas dire dégoûtés. Donc, vous voyez, on arrive à résister quand même. 53 associations, c'est un peu plus de 5000 adhérents quand même sur un département. Ce n'est pas rien. On aimerait bien que nos départements voisins nous copient un petit peu. Ça nous ferait, c'est sûr, une plus grande force. Mais voilà, il ne faut jamais désespérer. Et je pense qu'il y a une prise de conscience collective actuellement des citoyens qui fait qu'on est en phase avec ce qu'ils souhaitent, on est en phase avec la nature, on est en phase avec ce qu'il faut faire. Par contre, effectivement, si les gens viennent adhérer chez nous, plus on sera nombreux, plus on sera efficace.
Reynald Rigolo, président de Flore 54, la Fédération des associations de protection de la nature, de l'environnement et du cadre de vie en Meurthe-et-Moselle. C'est le moment de votre choix. On écoute. J'ai grandi ici, au cœur des Alpes. Depuis quelque temps, une intuition m'obsède. Et s'il revenait ici, dans cette vallée secrète? Il faut que je me trouve un endroit pour dormir. Et je crois que je vais dormir là, voilà. Il faudra pas que je bouge trop cette nuit, mais bon. Je prends conscience que chercher un loup là-dedans, c'est un peu comme chercher l'aiguille dans une botte de foin. Ouah. Et là, oh, c'est grave. Hein. Oh, mais c'est là qu'il faut que je pose une caméra. De merde. Je vais m'arracher les yeux, mais je vais rien lâcher jusqu'à la nuit. Oh, yes, yes. Pourvu que les loups sortent pas, mais je pourrais même pas les filmer. Le matelas indestructible, là, mon oreiller. Ce qui va avancer, là, c'est poste de mort aux dents. Une envie colossale de vivre des trucs. Cet extrait de la bande-annonce du film La Vallée des Loups de Jean-Michel Bertrand, prix 2016 du jury jeune au Festival de Sarlat, sorti en salle le 4 janvier 2017 pour illustrer votre coup de cœur, Reynald Rigolo. Oui, écoutez, Jean-Michel Bertrand est vraiment un naturaliste qui a vraiment besoin d'être connu et reconnu quand on voit le travail considérable qu'il fait. Mais il l'a fait pour le loup d'Abyssinie, il l'a fait pour un aigle qui est intervenu dans les Alpes, il l'a fait, voilà, donc c'est vraiment quelqu'un de surprenant et qui a une volonté, une résistance d'acier pour pouvoir supporter des conditions climatiques terribles, pour pouvoir ramener ces fameuses images, montrer un peu ce qu'est la vie, la nature, comment ça se pratique quand l'homme n'intervient pas sur les espèces animales telles que le loup par exemple. Voilà. Donc c'est tout à fait intéressant, très intéressant. On se souvient du film Microcosmos qui aussi a beaucoup touché les gens. Est-ce qu'aujourd'hui, les médias et peut-être les films en particulier peuvent ramener finalement la nature à l'homme, lui qui a perdu précisément ce lien avec la nature, Reynald Rigolo? Alors oui, c'est tout à fait vrai, à la condition qu'il ne faut pas forcément demander aux gens d'aller voir les films. Je pense qu'il faut amener les films devant les gens. Voilà, puisque régulièrement, sur l'Axou, nous faisons donc un cycle de 6 conférences et nous en sommes à la 7e année actuellement, avec des sujets divers et variés. On va parler, par exemple, des espèces invasives, on va parler des chauves-souris, par exemple, on va parler des libellules et demoiselles, avec des sorties nature qui vont accompagner ces conférences. Et là, vous voyez, la dernière conférence de 2016 à l'Axou, on est obligé de refuser 35 personnes. Alors précisément, Reynald Rigolo, est-ce que vous qui êtes président de Flore 54, est-ce que vous observez une évolution dans la prise de conscience de nos concitoyens? Si elle est réelle, est-ce qu'en même temps, est-ce qu'elle n'accompagne pas aussi une intensification de la destruction finalement du patrimoine naturel? Alors je pense qu'il y a un peu les deux, effectivement, mais il y a une évolution quand même positive. C'est peut-être pour ça aussi qu'on reste attaché à défendre nos valeurs et à faire ce qu'on fait bénévolement. C'est qu'on s'aperçoit que le cycle des écoles maternelles, primaires, demande de plus en plus à des intervenants bénévoles de venir expliquer, faire des sorties nature. On a aussi une évolution très significative ces temps derniers, c'est qu'on a des écoles qui s'ouvrent au monde associatif. Quand je pense à ça, c'est à titre d'exemple, par exemple, l'ENSAIA, avec qui on a des partenariats maintenant. L'École nationale supérieure d'agronomie et des industries agroalimentaires. Oui, donc il y a eux. On a maintenant des nouveaux partenariats avec le lycée agricole de Pixéricourt, donc c'est nouveau. D'ailleurs, on va avoir cette année l'accueil de 2 stagiaires de BTS de Pixéricourt, donc vous voyez, c'est nouveau, on va les mettre sur des petits projets. On a un partenariat avec un service civique avec l'Université de Lorraine, en géographie, master de géographie. Voilà, donc on s'ouvre, on a beaucoup de demandes. Alors maintenant, la difficulté, c'est qu'on a du mal à répondre à toutes les demandes. Alors, précisément, Reynald Rigolo, vous avez précisé 2 fois que tout ce travail, là encore, est fait par des bénévoles. Est-ce qu'il ne serait pas utile et nécessaire aujourd'hui, à l'instar de ce qui se pratique dans d'autres pays, et que ce travail-là, notamment de sensibilisation auprès des enfants dans les écoles, se fasse par des professionnels? Alors ça se fait dans certains cas, hein. C'est pas, attendez, par exemple, il y a des organismes qui sont conventionnés par la Cité des Paysages. Vous avez le CPIE de Nancy-Champenoux.
Alors le fait, il faut bien savoir que Flore 54 n'est pas une structure concurrence faite de bénévoles contre des gens qui sont salariés. On essaie, nous, de combler des vides et surtout de faire des choses qu'ils ne font pas, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des écoles aussi qui ont très, très peu de moyens et qui ne sont pas dans la mesure de payer régulièrement des intervenants. On ne dit pas qu'il ne faut pas qu'ils en payent jamais, mais par contre, on veut bien leur montrer ce qu'est capable d'apporter une association ou des bénévoles sur une animation. Et systématiquement, dans la logique des choses, on leur explique aussi qu'il y a des spécialistes qui peuvent leur apporter plus de choses, des choses même plus intéressantes que nous, on peut proposer. Mais par contre, on essaie de mettre l'école ou la structure dans le pied à l'étrier, de manière à ce qu'elles aillent se reporter sur des gens qui sont payés pour ça, puisque ce sont leurs métiers tels que le CPE dans ces champs. Donc on ne leur fait pas de concurrence. Reynald Rigolo, aujourd'hui, 2017, qu'est-ce qu'il faudrait pour que les choses s'inversent? On a passé cet entretien en partie sur le devenir du renard roux, pour que les choses, pour que la fédération Flore 54 ait de moins en moins de travail. Voilà, en gros, c'est ça. Qu'est-ce qui doit changer dans notre société? Déjà, l'état d'esprit, mais l'état d'esprit, je pense qu'il commence à changer pas mal avec beaucoup de choses sur l'alimentation. L'année dernière, on était sur les légumineuses. En 2015, il y a eu du travail fait, même si on n'en voit pas trop les effets forts. C'est sur la biologie, la biodiversité des sols. Donc il y a un peu ces thématiques-là qui font... il y a des animations telles que la fête de la nature qui se passe maintenant. Plus en plus de collectivités s'intègrent dans ces dispositifs. Par contre, oui, la véritable entrave, c'est quand même le positionnement politique, quoi. C'est-à-dire que les politiques, à l'heure actuelle, n'ont absolument pas cette approche, puisqu'à titre d'exemple, on voit encore... malgré tous les engagements qui ont été pris, tous les documents qui ont été signés, entre autres, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais le SCOT Sud, le schéma de cohérence territoriale pour le sud de la Meurthe-et-Moselle, où on est un département qui ne progresse pas en population et on continue à utiliser des espaces agricoles ou des espaces naturels pour urbaniser. Merci Reynald Rigolo pour cet entretien. Merci, on vous attend à Flore 54. Je rappelle que vous êtes le président précisément de Flore 54, la fédération des associations de protection de la nature, de l'environnement et du cadre de vie en Meurthe-et-Moselle. Pour en savoir plus, pour soutenir vos actions et celles des associations membres, rendez-vous sur la page Facebook à l'adresse Fédération Flore 54 et sur votre site flore54.org.